Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être venus là pour cette table ronde sur l'Uchronie. Alors, l'Uchronie, c'est pas un gros mot, hein. C'est un style d'écriture, c'est un de roman. Nous avons aujourd'hui pour en parler un certain nombre d'intervenants ici. Alors, je vais commencer par donc, Pierre Léoté, donc, qui est auteur des livres que vous voyez devant vous, donc comment ça s'appelle, en 2 tomes. Une sorte de diptyque. Voilà, un diptyque. Bien ça. Il va nous en parler, c'est un roman, Guérogan, qui forme une histoire assez particulière, il faut le dire. Et le premier tome d'une série en je ne sais pas combien de tomes. Ce sera une trilogie. 3 tomes, donc c'est le Rouge Vertical, qui est le premier tome de Temps Assassins. Donc il nous expliquera tout ça, il nous expliquera en quoi c'est de l'Uchronie, qu'est-ce qu'il y a de l'Uchronie dedans, qu'est-ce qu'il y a de l'Uchronie dedans aussi. À côté de moi, j'ai Sylvie Miller. Alors Sylvie Miller, auteur prolifique. Mais en particulier, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la série La Serre. Vous voyez quelques tomes devant elle. Elle nous expliquera qu'est-ce que l'Uchronie, quel est l'intérêt d'avoir mis de l'Uchronie dans cette histoire, etc. À ma gauche, j'ai Corinne Guiteau, qui n'a pas écrit tous les livres qui sont devant elle, mais qui les a édités. Et donc, nous allons voir qu'est-ce qu'un éditeur trouve d'intérêt dans l'Uchronie, et voilà, pourquoi, qu'est-ce que l'on peut apprécier. Et pour finir, Jean-Luc Marcastel, auteur tout aussi prolifique qui a écrit plusieurs histoires qui sont uchroniques, qui parlent d'Uchronie. Donc, je ne sais pas toutes les citer, il y a le Simulac, le Franck. Et alors bon, je vais me faire ma propre pub, je suis désolé, je ne sais pas trop, mais et je suis donc Jean Rébillat, je suis auteur aussi donc d'Uchronie, et je suis membre du prix du jury de l'Uchronie qui est remis à Sèvres chaque année, donc en fin d'année, où on récompense les meilleurs. Et la série Le Simulacre, tu l'as eu, Sylvie, tu l'as eu? Oui, tu l'as eu aussi. Pas juste. Et voilà. Et moi d'abord. Voilà, et Pierre ne l'a pas encore. Oui. Et je voudrais quand même remercier tout de suite les organisateurs de ce salon qui m'ont permis de choisir les personnes qui étaient sur cette table ronde, qui m'ont permis de réunir un panel d'écrivains qui écrivent de l'Uchronie, qui est sérieux. Merci. À vous d'être là. Merci à toi. Merci. Alors, tout d'abord, je pense que pour certains d'entre vous, il est intéressant qu'on définisse qu'est-ce que l'Uchronie. Parce que, voilà, c'est bien, c'est un mot, ça vient du grec, mais à part ça, qu'est-ce que l'Uchronie? Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? Non? Ok. Vas-y. Je vais faire ma prof. Donc l'Uchronie, c'est imaginer une histoire alternative où on va prendre un point de divergence. Ça va être, je vais prendre le grand classique que j'utilise toujours quand j'explique ce que c'est qu'une uchronie. Imaginez par exemple une Europe ou un monde où Hitler aurait gagné la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui en aurait découlé en termes d'histoire, peut-être aussi de morale, etc. Comment on aurait vécu dans ce monde. L'objectif, c'est pas juste de s'amuser avec l'histoire, c'est aussi de réfléchir justement sur ce qui a fait que nous, finalement, on a gagné cette Seconde Guerre mondiale. Ça s'est parfois joué pour certains événements à rien du tout. Le point de divergence, il peut être minuscule, et puis prendre ensuite une ampleur assez importante. Et le travail, enfin moi c'est la manière que j'ai de l'aborder, le travail c'est de choisir l'événement mais aussi de réfléchir sur toutes ses conséquences et de développer du coup un univers derrière et de développer aussi une intrigue, des personnages qui vont s'adapter à cet univers alternatif. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, si je comprends bien, il y a un point d'inflexion, un point de divergence par rapport à notre monde, mais par contre, l'histoire que l'on va raconter n'est pas forcément, et même si possible, n'est pas immédiatement successive. On ne raconte pas ce qui se passe au moment. Voilà. Ce qui se passe au moment où le monde change, mais cela peut se passer
des années, des siècles plus tard. Donc si je prends l'exemple de Lasserre, par exemple, alors en quelle année exactement ça se passe? Alors Lasserre, ça démarre en fait en 1935. Ça se passe en Égypte et sur le pourtour méditerranéen au fur et à mesure des différentes aventures. Mais ce que je veux dire, c'est ce sont des années 30 qui ne sont pas, les pays ne sont pas tels qu'on les connaît parce que très longtemps en amont, il y a des choses historiques qui ne se sont pas passées et donc en fait le monde a gardé ses structures antiques. On a toujours des pharaons en Égypte, il y a toujours un empire romain. Alors ça s'est modernisé puisque c'est quand même l'Égypte des années 30 avec les voitures des années 30, mais on a gardé les structures politiques et évidemment comme c'est de la fantaisie, les dieux marchent au milieu des hommes. Même là, il y a eu des points d'inflexion puisque à un moment, il y a un obscur dieu qui s'appelait l'Unique et qui voulait prétendre régner sur tous les autres et supprimer tous les autres, qui a du coup allumé un vague feu de ronces dans le désert et puis ensuite a envoyé un humain barbu en disant que c'était son fils. Mais bien évidemment, les dieux se sont ligués pour empêcher pour endiguer la menace, et d'ailleurs on dit qu'on est en 1935 après JC, mais JC étant le jour de la cohésion, donc le jour où tous les dieux se sont réunis pour éradiquer la menace. Donc on joue finalement sur des tas de ressorts. Donc dans Lasserre, les points d'inflexion sont évoqués par moments, mais il y en a eu tellement que finalement il résulte ce monde des années 30 où on a encore ces structures antiques et où il y a une partie de la culture ancienne qui est restée tout en ayant un peu de modernité. Et ça permet du coup de poser une intrigue et de jouer sur ces structures antiques, de jouer avec ces dieux et de construire toute l'histoire de ce détective. Voilà, donc là on est sur une uchronie à long terme, donc presque 2000 ans après le premier point d'inflexion. Par contre, on peut aussi faire de l'Uchronie presque immédiatement successive au point d'inflexion. Et là, je me tourne vers Pierre. Dans la série des Grands, en fait, le point d'inflexion, c'est la fin de la guerre de 14-18. Voilà, donc le point de départ est assez classique. Donc, on part de la fin d'un conflit militaire, la Première Guerre mondiale, sauf qu'ici, je finis en janvier 19. La France n'a pas gagné, c'est l'Allemagne qui gagne. Et derrière, on a un vétéran qui estime que c'est la faute des grands et des blonds si on a perdu cette guerre, que les grands avaient la tête qui dépassait des tranchées, etc. Voilà. On est dans l'absurde, mais un absurde derrière qui amène à la naissance d'un régime totalitaire, non pas en Allemagne, dans les années 20 et 30, mais en France. Ce n'est pas le nazisme, mais le petisme. Ce qui nous amène fatalement à une guerre mondiale, mais différente, c'est-à-dire qu'on renverse les codes, on renverse finalement les rôles que l'histoire avait attribués à la France et à l'Allemagne, puisqu'ici ce sera la France menée par l'empereur, le suprême, Augustin Petit, qui va attaquer l'Allemagne. Il est complexé par sa taille, quand même. Oui. Donc voilà, donc ce qui nous amène, nous voyons qu'il y a, on a beaucoup parlé de points d'inflexion, de points de divergence, et donc, alors en tant qu'auteur, je suis un petit peu confronté à ça, mais par rapport aux grands auteurs que vous êtes, prolifique, je vais reprendre le terme, prolifique, on va dire. La question qu'on peut se poser, c'est comment on fait, comment on imagine, comment on choisit un point de divergence. Jean-Luc. Je sais pas. Parce que toi, on a sur quand même pas mal de points de divergence. Je sais pas, par exemple, tiens, je l'ai pas amené, c'est bête. Mais dans le Galou, par exemple, je sais pas, moi c'est. Voilà, 999, une météorite tombe du ciel, enfin quelque chose tombe du ciel, casse la France en deux. Donc, forcément, il y a une divergence. 100 ans d'hiver nucléaire qui suivent, donc on a un Moyen-Âge différent. Moi, l'intérêt, c'était de faire un monde, une France différente, après un cataclysme, c'était d'utiliser, moi, c'était d'utiliser les contes et légendes, on va dire, du sud de la France, dans un tout cohérent. Donc, il fallait que je trouve une explication, par exemple, aux créatures, entre guillemets, magiques, fantastiques qu'il y avait. Donc, pour moi, ces créatures-là, elles étaient engendrées par la brèche, en fait. Enfin, ça, je ne le nomme pas dans le livre, puisque dans le livre, c'est un conteur de campagne qui raconte ça, avec sa vision des choses. Donc en fait, mais si certaines personnes me disent mais c'est quoi ces météorites, je dis oui, on sait que c'est une météorite, il faut quelque chose peut-être qui donc d'où émane, on ne sait
pas, une radiation, quelque chose comme ça, mais comme la personne est quelqu'un qui est du Moyen-Âge, il ne va pas leur raconter ou lui montrer de cette manière. Pour eux, c'est le diable, c'est une influence maléfique. Et donc, par contre, moi, le point de divergence, dans le Galou, il est évident, c'est cette date-là. Dans le simulacre, par exemple, le point de divergence, je ne sais pas comment m'est venue cette histoire. Une fois, j'étais comme ça chez moi, je me dis, moi j'adore Alexandre Dumas, j'adore La Guerre des Étoiles, bon sang, si D'Artagnan, si on avait, ça serait génial, une Versailles céleste au-dessus de la Terre, une espèce de station orbitage gigantesque où le roi, voilà, ras-le-bol, il en a ras-le-bol de l'agitation à Paris et de la fronde et tout ça, il a décidé de s'installer en orbite. Je dis, bon, alors comment je fais pour leur donner une technologie pareille? C'est simple, c'est un sous-nucléaire, avec des extraterrestres attaquent la France. Et là, on se fait laminer, mais on est sauvé, une extrémiste par une autre race qui va nous aider. Et puis, qui va nous aider en nous vendant une technologie, mais par le biais des jésuites. Parce que les jésuites considèrent que c'est des émissaires de Dieu. Donc voilà, qui ont l'exclusivité de la vente de technologies aliens. Et donc ils deviennent très 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 riches et très très influents et très très puissants. Enfin voilà. Ça s'impose un peu comme ça des fois. Alors souvent en termes de créativité, d'ailleurs, ça ne se pose pas nécessairement pour l'auteur en termes de, voilà, je choisis ce point d'inflexion-là, sauf si vraiment on a une histoire précise à raconter autour de ça, mais c'est plutôt, comme tu le disais toi, on imagine un univers, toi tu as voulu marier la guerre des étoiles, voilà. Nous, avec Philippe, quand on s'est posé la question pour démarrer cette série-là, on avait envie d'écrire sur les choses qu'on aimait bien. Alors, on aimait bien les histoires de détectives façon années 30, le détective Hard Boiled, vraiment à l'ancienne. On était passionnés d'Égypte antique et on aime bien les choses un peu humoristiques. Et puis on s'est dit, mais comment on pourrait mêler tout ça? Et c'est donc là, on s'est dit, il faudrait qu'on ait un univers où notre détective il soit dans les années 30, mais où on est de l'Antiquité, donc du coup forcément Uchronie. Et puis, comme on voulait que ce soit un petit peu fantasy, parce qu'on avait envie vraiment de jouer avec la mythologie, avec les dieux, on a mis un petit peu une grosse louche de dieux par-dessus tout ça. Et ensuite, on a trouvé nos points d'inflexion quand on en avait besoin. Donc très très souvent, c'est un peu ça, c'est des univers qui se clashent, et on remonte, on se dit, voilà, comment je vais fabriquer cet univers-là, comment il est arrivé. Donc le point de divergence, finalement, est, entre guillemets, parfois moins important que l'univers qui est créé. Voilà. Ouais. Et alors comment on fait quand on est éditeur? C'est quand même des choses où ça diverge tellement de la réalité. Comment on travaille avec un auteur en termes de réalisme, de suivi? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre le point de divergence et le moment où se passe l'histoire. J'adorerais publier beaucoup plus d'Uchronie chez Voyelle. Le problème, c'est que justement, effectivement, on n'écrit pas n'importe comment une Uchronie, il faut qu'il y ait cette fameuse cohérence. Donc nous, quand on reçoit les manuscrits, donc là c'est moi qui opère parce que du coup la prof d'histoire géo se réveille, et il faut que déjà le point de divergence soit intéressant à exploiter, il faut que l'univers derrière soit intéressant et riche. Par exemple, Pape Cyrial, le point de divergence, c'est le fameux volcan islandais qui a déjà fait parler de lui, mais c'était pas le même. Et il y a Flatmayokötl. Oui, mais moi c'est la fille, c'est la création en fait, là. On peut dire le volcan. Voilà, en 1783. Et donc, effectivement, ce volcan a fait parler de lui puisqu'il a pesé sur la Révolution française. Mais là, l'auteur nous a présenté une histoire où, dans la caldeira du volcan, apparaît une cité mystérieuse. Et son apparition provoque... Excusez-moi, vous pouvez changer de micro? Ah. Il crépite. Il veut pas marcher. Bon, je le prends. Voilà. Et l'apparition provoque en fait une véritable révolution, mais là des mentalités, etc. auprès de l'église qui voit apparaître cette cité sortie de nulle part avec des habitants en plus qui eux-mêmes ne sont pas issus de la création divine. Donc tout ça bouleverse l'Europe. Et moi, quand j'ai commencé à le lire et que j'ai vu les détails fournis par l'auteur, la richesse de son univers, etc., j'ai dit au comité de lecture, je suis carrément passé dessus en disant « je le veux ». Vous faites ce que vous voulez, vous l'acceptez, vous n'avez pas le choix. Il est tellement bien construit que moi, c'est exactement le genre de choses que je cherche. C'est-à-dire une uchronie qui n'est pas seulement un voyage dans le temps, parce que j'en ai reçu beaucoup où en fait, c'était pas de l'uchronie, c'était du voyage dans le temps. Je dis non, c'est pas ce que je cherche. Et avec un travail de recherche qui est quand même nécessaire pour pouvoir rester, on parlait tout à l'heure de cohérence, la cohérence elle reste quand même nécessaire. Donc mettre une station orbitale dans le simulacre, pourquoi pas, mais effectivement il faut l'explication logique.
mettre des succubes au XVIIIe siècle, mais qui existent vraiment et qui ne sont pas des mythes, il faut l'explication, c'est l'apparition de la cité d'Absyriane. Mettre de la magie antillaise dans une uchronie où Napoléon Ier ne s'est pas rendu aux Anglais mais s'est enfui aux États-Unis, il faut qu'il y ait une explication logique. Ainsi de suite, je ne vais pas faire non plus tout le catalogue parce que sinon on va pas finir. Mais du coup, je reçois beaucoup de textes qui se présentent comme des uchronies et quand je les parcours, ça va aller très vite pour moi parce que j'ai l'habitude en tant que prof d'histoire-géo de faire un petit travail, je dirais, de critique. Et je vais dire, non mais là ça va pas convenir, l'univers il va pas tenir la route sur la durée. Et ça se voit très rapidement, j'ai envie de dire que les 3 premiers chapitres, où on rentre dedans, et on adhère à l'histoire et totalement à l'univers, où on va dire ça va être bancal et ça va se casser la figure au bout d'un moment où il n'y aura pas eu le travail de recherche qui est nécessaire. Voilà. Et le travail de recherche d'ailleurs il peut être très très compliqué puisque quand on reconstruit l'Antiquité, on suppose que certains temples qui aujourd'hui sont en ruine ou des lieux qui n'existent plus existent encore. Alors soit on invente, on fait n'importe quoi, soit on est un petit peu sérieux et là du coup ça demande énormément de recherche. Et bon, merci Gallica, le site de la BNF, parce que là on peut vraiment accéder à des tas de ressources numériques pour aller chercher comment ces temples étaient faits, combien ils mesuraient, parce que si le héros entre, voilà, il faut dire que face à lui, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a des colonnes? Quel type de colonnes? Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Est-ce que c'est peint ou pas? De même qu'il y a des recherches aussi sur les croyances, sur ce que mangeaient les gens, puisqu'il faut décrire la vie, tout l'environnement finalement, quand on recrée quelque chose qui a divergé, il faut le recréer et qu'il soit vraiment cohérent, et ça peut demander énormément de recherche. Alors voilà, ça m'amène à une remarque, une question que je vais poser à toi, Pierre d'abord, parce que lui c'est très clair, après aux autres. Mais un des intérêts de l'Uchronie, c'est que justement on invente, on va créer un nouveau monde, mais on a déjà un monde à notre disposition, le nôtre. Et on peut se servir de ce qui s'est passé, de l'histoire avec un grand H, pour venir intégrer peu ou prou des événements, des éléments de notre réalité pour à la limite soutenir et porter notre nouveau monde. Alors Pierre, toi c'est clair, tu as beaucoup utilisé cette technique-là. Alors, oui, on va dire que pour moi l'Uchronie, ce qui n'est pas forcément le plus important, c'est pas forcément le point de divergence comme tu le disais auparavant. Ça va nous permettre d'avoir des éléments explicatifs pour des conséquences, bien sûr. L'Uchronie en elle-même, c'est pas forcément intéressant. On peut faire une Uchronie assez aride, assez technique. On peut très bien avoir, se contenter de balancer des éléments historiques. Finalement, on en a avec quelque chose qui tient plus de l'exposé que du roman. Ce qui est intéressant, c'est que l'Uchronie reste un cadre dans lequel les personnages deviennent intéressants, dans lequel on a une vraie histoire avec les personnages qui vivent, ce que j'essaie de faire bien sûr avec Augustin Petit, et avec ce premier volet qui s'appelle Rouge Vertical. Alors l'héroïne c'est Milady de Winter, on la connaît tous puisque c'est la méchante, les 3 mousquetaires, c'est bon. On a quelqu'un ici qui sait encore mieux que moi. L'idée c'était de partir d'une uchronie avec un personnage que l'on connaît tous, avec des éléments que l'on connaît, que l'on appréhende déjà, et petit à petit dévier de la réalité, alors par petites touches au début. Là aujourd'hui c'était hier, une personne m'a dit ah oui là t'as fait une erreur parce que c'est le bourreau de l'étude et c'est pas le bourreau de Lille. Ben oui, mais sauf que ça commence par des petites choses, parfois les petits changements suite à la divergence. Et puis l'idée c'est vraiment de jouer avec le temps, de jouer avec les personnages, mais encore une fois l'Uchronie doit rester un cadre. Et je suis persuadé que pour que ce soit une bonne histoire, il faut que dans ce cadre ensuite, les personnages puissent vivre, il faut que ce soit cohérent, vraisemblable aussi, je préciserai, ce qui est un petit peu différent. C'est pas grave si on n'a pas, si on ne balance pas forcément à la hauteur de toutes les colonnes, des temps, si on n'a pas forcément les dimensions précises du palais de Versailles, ou c'est pas grave si on n'a pas forcément les dimensions précises du cratère dont tu parlais, mais il faut que ce soit vraisemblable. Et là, le lecteur, aussitôt comme tu le disais Corinne, le lecteur, dans les premiers chapitres, il rentre dedans. Vraiment. Pour reparler des dimensions, ça ne veut pas dire qu'ici on va faire du Wikipédia et qu'on va les mettre dans le roman.
mais ça veut dire qu'on a besoin de savoir comment c'était pour pouvoir imaginer comment est le contexte et que ce soit vraisemblable. Qu'est-ce qui va se passer avec la prendre une baffe? Parce qu'il en prend beaucoup. Ah bah, ce que j'ai envie de dire de toute façon, mais c'est général, hein, c'est pas que sur les chroniques, c'est qu'il y a une chose, enfin pour moi, en tout cas en tant qu'écrivain, qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on est là avant tout pour raconter une histoire. Oui, alors j'aurais voulu terminer un petit peu par tout à l'heure, hein, plus tard, par le fait que, en fait, toutes ces histoires, elles sont là pour soutenir un propos. Hein, mais je voudrais qu'on y revienne tout à l'heure. Ou on peut en parler maintenant, si vous voulez. C'est ce que je disais, le principe, c'est que par exemple, des fois, j'ai des gens qui disent, voilà, mais dans vos livres, est-ce qu'il y a une réflexion? Je dis oui, il y a une réflexion, je peux donner envie aux gens de réfléchir à tout ça, mais je ne suis pas là pour faire de la philo. Même si ça peut amener à une réflexion, tant mieux, mais si, la philo, je sais où la trouver. L'histoire, je sais où le trouver. Je ne vais pas chercher un cours d'histoire. Ce que je veux, c'est une aventure. Hein, c'est ce que disait Céline, le lecteur, ce qu'il veut, c'est qu'on l'amène en bateau, hein, on l'amène en promenade, on l'amène faire une croisière. Il n'a pas forcément besoin de savoir tous les mécanismes qu'il y a dessous, si tu veux, dans le bateau. Je ne parlais pas en tant que mécanisme, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, moi, personnellement, je te le dis, dans Franquia, j'ai trouvé une critique énorme du racisme, de choses comme ça, qui sont sous-jacentes. Donc c'est-à-dire qu'il y a un propos derrière qui est caché. Il y a la même chose dans la serre. Dans les temps assassins, il y a un travail. Enfin, je veux dire, il nous interpelle, il nous interroge, il nous questionne. En fait, je ne suis pas entièrement d'accord. Après, ça va dépendre de l'objectif aussi. C'est divertir, oui. Oui, bien sûr. qu'on puisse amener à une réflexion, oui, mais que jamais la réflexion prenne le pas sur le récit. Alors, jamais oublier qu'avant tout, si on veut réussir notre coup, c'est que les gens doivent se plaire. Et que les questions doivent arriver, mais même sans qu'ils s'en rendent compte. C'est ça. Dans le cas du diptyque des grands, l'idée c'est vraiment de démonter le mécanisme d'un régime totalitaire. Comment un peuple peut accepter n'importe quelle idée, même les plus absurdes. Donc là, par exemple, on a le peuple de France qui va accepter l'idée que tous leurs problèmes viennent des grands. Le postulat de départ est complètement absurde. Là, on va dire que le message, forcément, par la nature même de ce diptyque, le message est intrinsèque également. C'est vraiment lié au divertissement. Donc quelque part, il y a un premier niveau de lecture, on va s'amuser, on va rigoler, mais derrière, on va aussi se demander, ah mais est-ce que j'aurais suivi aussi? C'est clair que dans la serre, il y a aussi le premier niveau de lecture où on est vraiment sur des enquêtes, où il y a de l'humour, où c'est léger, où ça nous emmène dans plein de directions, ça part dans tous les sens, mais derrière, au deuxième degré, il y a toute une réflexion de fond sur l'homme, les dieux, le rôle des dieux, l'utilisation du pouvoir, et sur plein de réflexions secondaires, finalement, et des questions que le lecteur va se poser et qui ont été amenées sans même qu'il s'en rende compte, effectivement. Et comment est-ce qu'un éditeur, franchement, il travaille ça? Comment est-ce qu'il recherche? Comment il travaille avec l'auteur? Alors, le travail avec l'auteur, on a fait souffrir le pauvre Fabrice dans tous les sens du terme. Je l'ai confié entre les mains d'un de nos pires correcteurs, le plus sadique. Parce que moi, j'avais bien vu le potentiel, mais il y avait, comme c'était un premier roman, il y avait pas mal des scories habituelles qu'on trouve dans les premiers manuscrits pour tout jeunes auteurs, jeunes dans le sens jamais publiés avant. Et Christian a fait suer sang et eau à ce pauvre Fabrice pour améliorer pas mal de choses dans le style. Revoir aussi effectivement certaines incohérences parce qu'il en subsistait malgré tout. Quand nous on écrit, là je parle en tant qu'auteur, on est dans notre univers, etc., on a notre logique, mais après quand effectivement un lecteur va arriver dans notre livre, parfois il y a des choses qui nous paraissent à nous logiques ou qu'on n'a pas forcément eu en tête au moment d'écrire. Et là, Christian est tombé, mais comme... je sais parce que je l'utilise aussi comme correcteur quand je sais que j'ai besoin de me faire remettre dans le droit chemin. Et Christian a fait un travail de fourmi avec Fabrice. Fabrice a joué le jeu. Je tiens quand même à le remercier parce que j'ai eu des auteurs qui se sont braqués complètement. Même quand on disait de changer une virgule, c'était niette. Et Fabrice, lui, a adhéré complètement et a fait un boulot monstre pour reprendre de A à Z un roman qui avait déjà nécessité pas mal de travail, et pour l'améliorer encore plus qu'il ne l'était quand il nous l'a fourni. Pareil pour... alors, j'en ai une par contre où j'ai quasiment rien à retoucher quand elle me fournit un manuscrit, c'est Marianne Stern,
qui donc a écrit 1993. Et son histoire porte sur la guerre froide qui se serait poursuivie jusque dans les années 90. Et elle connaît l'Allemagne par cœur, elle connaît l'aviation par cœur puisque c'est son domaine de travail. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est moi qui ai corrigé le manuscrit là. Parce qu'en plus l'Allemagne j'ai vécu moi pendant 9 ans. Et puis à un moment donné il y avait un pilote qui prenait les commandes d'un Cessna et donc qui tire sur le volant. Alors moi j'ai voulu me la péter, me faire remarquer à l'auteur, mais les Cessna ils n'ont pas de volant. Elle m'a envoyé une photo pour me montrer que si les Cessna ont un volant et non pas un manche à balai comme les autres. Voilà, donc moi je me suis écrasée en disant la prochaine fois tu réfléchiras avant de faire ta maline. Donc après je ne suis plus revenue à la charge sur l'aviation parce que j'avais compris à qui j'avais affaire en face. Et comme moi l'Allemagne des années 90 je l'ai connue aussi, j'ai pu aussi voir à quel point elle avait des connaissances qui allaient bien pour que son histoire, il n'y ait aucune erreur dedans, ça c'était clair. C'est vraiment moi parce que j'ai voulu faire des vitrices super pointues et que je me suis lamentablement écrasée. J'ai fait pour toi. Et dans La plume du Quetzal, je suis désolée, mais même moi j'ai du mal à prononcer le titre. Le travail a surtout consisté effectivement à améliorer un peu plus le duo qui fonctionne dans l'histoire, où il y avait, ça percutait pas mal, et il fallait quand même développer un peu plus dans ce domaine-là. Alors peut-être qu'on ne l'a pas fait suffisamment, c'est des retours qu'on a eus, ah ouais mais ça aurait mérité d'être un peu plus développé de ce côté-là. Mais encore une fois, nous on a notre regard sur le manuscrit, et puis après c'est la manière dont il va être reçu derrière qui va faire que le livre va fonctionner mieux. Voilà. D'accord, merci. Alors, bon, je vous avoue que quand on m'a demandé de préparer cette table ronde sur l'Uchronie, je ne voulais pas vous assommer avec tout un tas de choses, c'est très sérieux l'Uchronie, il y a même un prix. C'est quand même sérieux. Par contre, nous avons la chance, autour de la table, enfin j'ai un petit peu participé à la chance, d'avoir des auteurs qui se sont permis d'aller un peu plus loin que simplement dire « et si ». Ils se sont lâchés. Qu'on soit clair. Ils se sont lâchés. Et justement, j'ai une question pour tout le monde, je ne sais pas qui voudra répondre. Enfin, qui voudra répondre en premier, mais est-ce que c'est vraiment jouissif de changer le monde comme ça? Parce que, pour vous faire un panel rapide, alors, ceux de Corinne, les livres de Corinne, ils sont plutôt d'une chronique sérieuse, quand même, assez sérieuse. La plume du Quetzalcoatl, j'ai adoré, c'est effectivement un peu pareil. Oui, voilà. On est d'accord. Bon, après, on va trouver des elfes au milieu de la guerre mondiale, on va trouver du Lovecraft à la fin du 19e siècle, je ne me rappelle plus exactement, 36, voilà, c'est ça. On trouve donc effectivement des extraterrestres au moment des Trois Mousquetaires. Enfin, voilà. Ici, on trouve donc des dieux, des dieux qui sont des fois des bêtises crasses. Donc, dans un monde de 36, là, on voit que, enfin, on a remplacé la chemise brune par des tubes, c'est hilarant. Et bon, moi, je me suis permis de rajouter des super-héros et des super-héroïnes en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, donc on a... Et c'est cool aussi. Merci. Et donc voilà, donc je ne sais pas qui peut répondre là-dessus, mais est-ce que c'est vraiment, c'est jouissif de délirer avec le monde, de le déconstruire et de réinventer quelque chose de barré, quoi. Je vais peut-être bien commencer. C'est jouissif de remplacer les SS par les CC, par les culottes courtes. Honnêtement, quand on a un sujet qui est neuf, en tout cas qui nous paraît neuf, original, on sent qu'on est le premier dans la jungle à explorer, on va être le premier à trouver le trésor, et on va être, voilà, on a tout à inventer pratiquement. Alors, on a une petite base, la base historique, voilà, on se fait plaisir, on la change, on la distord, on la m'amène pas mal. Dans mon cas, je me suis beaucoup amusé. Alors, ce qui est très très paradoxal, c'est que là, surtout pour le deuxième volet, s'amuser avec la Seconde Guerre mondiale, ça voulait dire aussi parler de choses qui sont graves. J'ai pas mal réfléchi. Il y a un chapitre, j'ai passé un mois. Il m'a fallu 6 mois pour ce livre, j'ai passé un mois sur un seul chapitre. Je peux vous le dire, c'est celui sur les camps.
je me suis demandé, est-ce que j'aborde ou pas? Je me suis dit, si je n'aborde pas, quelque part c'est facile, peut-être qu'on me le reprochera ou pas. Je me suis dit, allons au bout de la démarche, on essaie. Alors il m'a fallu du temps, et je me suis dit que il fallait faire confiance au lecteur. Oui, c'est pareil, oui, ça ne veut pas être complètement fou, mais je pense qu'il faut aussi faire confiance au lecteur et à son intelligence pour accepter aussi qu'on aille loin. Après, voilà, dans un certain respect quand même. Mais oui, c'est une folie quand même maîtrisée, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais je pense qu'il en faut, parce qu'on a envie de lire des choses différentes aussi. Ah oui, et dans la mesure où on bouleverse un peu déjà les codes au niveau de l'univers, puisqu'on imagine un univers qui en fait n'est pas l'univers de la réalité, donc poussons les choses jusqu'au bout. Donc dans la série La Serre, si les dieux étaient encore présents dans les années 30, comment ils seraient? Forcément c'est des VIP qui roulent dans des voitures de luxe, on leur déroule le tapis rouge, et puis tant qu'à faire, poussons au bout leurs caractéristiques. Donc Seth, par exemple chez les Égyptiens, qui était un dieu méchant, mais qui finalement se faisait assez régulièrement botter les fesses, et bien là on l'a poussé dans ses retranchements en faisant un dieu qui n'a pas les moyens de son ambition et qui la plupart du temps est ridicule. Notre détective La Serre qui va travailler pour le compte des dieux, donc on envoie mener des enquêtes. Bon c'est très amusant de se dire Osiris avait été découpé en morceaux et évidemment il a été reconstitué par Isis. Et puis il y a un morceau qu'elle s'est gardé dans son placard, c'est donc le sexe d'Osiris qu'elle lui rend quand elle a envie d'un peu de gaudriole avec lui, mais comme elle veut un petit peu, comme il était un peu coureur de jupons, voilà, et elle constate un jour en ouvrant son placard que le sexe a disparu. Donc voilà La Serre partie à la recherche du sexe d'Osiris. Donc du coup, situation cocasse, amusante, et il y en a plein comme ça. Et du coup, c'était très très amusant de jouer sur les histoires mythologiques, de les détourner et d'en faire des choses drôles. Et même dans les personnages secondaires, on a un chat qui parle, qui est vraiment hilarant. D'ailleurs, quand on découvre qui est vraiment ce chat, là aussi, il y a un retournement de situation. On a un indique qui est un sphinx qui n'accepte de répondre aux questions que si on résout des énigmes. On a un autre indique qui est tenancier de boîte de nuit, mais qui en fait est un homme avec une tête de taureau, parce qu'en fait c'était un taureau à pic qui a été épargné par les dieux et à qui on a donné un corps d'homme. Enfin voilà, on joue vraiment aussi sur les créatures mythologiques. Pareil, le petit intérieur propre du Minotaure, ça aussi c'est quelque chose... Voilà, on joue vraiment sur les choses décalées, quoi. Le royaume du Minotaure, qui est finalement décrit comme Madame Minotaure avec son petit tablier, puis les petites dentelles sur les fauteuils, tout ça, c'était très drôle à écrire. Et du coup, ça provoque aussi des choses. On voit bien qu'on a joué sur le côté complètement décalé de l'univers. Moi, clairement, par exemple, je parle du simulacre, je pourrais parler d'autre chose, mais moi, D'Artagnan sur un cheval volant mécanique qui défouraille des automates avec une rapière énergétique et un pistolet à lumière qui met une minute à se recharger dans la main, moi ça m'éclate. Et puis, je sais pas, Richelieu par exemple transformé en ce qu'ils appellent un mécanomate, c'est-à-dire un automate avec un cerveau humain dedans, dont la tête peut se détacher parce qu'elle peut diriger entièrement la nouvelle Bastille, qui est une espèce de cube gigantesque qui flotte au-dessus de Paris, et qui est en fait son corps d'automate, c'est l'armure qu'il a un moment dans le siège de La Rochelle. Voilà, comme ça dans une espèce. Ça m'éclate aussi. Et alors en tant que première lectrice de toutes ces histoires, de tous ces manuscrits, on s'éclate aussi. Ou on en a un peu marre. Alors ça dépend sur quoi on tombe déjà, parce que comme je disais, il y en a qui se donnent de grandes ambitions et quand on ouvre déjà rien que d'ouvrir le fichier, soit on recule de 3 mètres en se demandant oula, il n'y a pas le minimum syndical à connaître pour la mise en page, avec des puces de partout à la place des tirets de dialogue, ça c'est un vrai bonheur. Ou alors, comme dans le cas d'Absirial, on trouve un texte qui est écrit correctement et on plonge dedans et encore une fois, on joue à son petit tyran auprès du comité de lecture en lui disant je veux. D'accord, mais au-delà du texte lui-même, je dirais toutes ces idées, on va dire non, et là celui-là, mais il est complètement idiot, enfin une rapière énergétique, ou est-ce qu'on se dit on y va, on fonce? Si j'avais pu trouver, si j'avais pu éditer le simulacre, j'aurais pris moi. Si on me l'avait envoyé, je l'aurais pris, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que les uchroniques qu'on a par exemple chez Royal, à part la plume, ils sont un peu moins barrés. Même si moi,
Les Aigles du Mississippi, je me cache derrière un pseudo, c'est moi qui l'ai écrit. Et moi j'ai eu des moments fondards, c'est parce que donc, je suis d'origine antillaise, et dans l'histoire il y a tout ce qui est tout le folklore antillais. Et j'ai eu des moments assez marrants, demander à mon père, donc, qui lui est né en Martinique, comment on fait un bain des marées, tu te souviens déjà de telle expression créole que je pourrais réutiliser. Je lui donnais des phrases à traduire en créole, et là il me regardait bizarrement en me disant ça va servir à quoi? J'ai dit non, il ne faut même pas que tu saches en fait, parce que dans le roman il y a une histoire d'amour entre deux hommes, entre donc Ange qui vit mal au départ son homosexualité et puis donc un Sioux qu'il rencontre qui lui au départ il n'avait même pas envisagé d'avoir une histoire d'amour avec un homme. Donc mon père en train de lire ça, je l'imaginais à chaque fois qu'il écrivait les scènes de sexe. Et voilà, et jamais il n'abordera ce bouquin, il faudrait que je fasse attention qu'il ne tombe pas dessus, voilà. Parce que là, franchement, quand il verra à quoi ont servi ces traductions, oui, d'accord, parce que j'avais besoin, notamment du franc-parler créole, avec des insultes qui vont bien, c'est tout ce qui m'a appris du créole, hein, donc j'évite de le parler. Et donc il a eu juste lui les bouts de phrases, et par moments il se posait quand même des questions. D'accord, merci. Alors, on a vaguement évoqué au tout début l'idée que un des points de divergence qui était parfois utilisé par les auteurs et souvent, enfin moi en tant que je lis beaucoup du chronique, pour le coup du chronique, et donc je peux vous dire que ça arrive souvent, c'est le voyage dans le temps. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit un livre avec non pas un voyage dans le temps, mais des voyages dans le temps et des réécritures successives de l'histoire. Donc c'est Pierre avec ses temps assassins. Comment on gère ces voyages dans le temps? Parce qu'en fait, dans le temps assassin, il n'y a pas un monde qu'il a inventé, il y en a plusieurs finalement. Il réinvente le monde à chaque fois que son personnage, qui lui arrive ce qui lui arrive, qui voyage dans le temps. Les livres exploitant le sujet de voyage dans le temps, c'est un thème éculé. L'idée c'est de venir avec un concept un petit peu différent, un concept également qui soit à peu près juste. Alors c'est-à-dire qu'ici, donc on a une héroïne, Milady de Winter. Elle est, je ne spoil pas, parce qu'on a lu les Trois Mousquetaires normalement au moins une fois dans sa vie. Elle est pendue par son mari Athos, et dans les Trois Mousquetaires, elle ne meurt pas. Dumas la traite de démon. C'est un livre assez misogyne au final. La traite de démon, c'est vrai. Hein. Et moi, j'apporte une explication. J'essaie d'apporter une explication pourquoi est-ce qu'elle n'est pas morte. Et en fait, elle va se rendre compte elle-même que à chaque fois qu'elle meurt, elle revient dans la forêt où elle a été pendue par Athos, par son mari, et elle ne comprend pas absolument pourquoi. Donc, les explications vont venir après. Mais ici, les voyages dans le temps ont une forme un peu mathématique de fractal, c'est-à-dire ce sont des lignes de temps. Ceux qui sont à l'aise avec des films comme Le Retour vers le futur, Terminator, 1, 2, etc., savent de quoi je parle. Donc on est obligé de créer plusieurs lignes de temps, parce que si on est sur la même ligne de temps, à un moment donné, si on s'amuse à aller dans le passé, les modifications que l'on va créer vont forcément créer un autre futur. Ça ne peut pas être la même ligne de temps, c'est impossible. Déjà que tout ça c'est impossible, ce sera encore plus impossible. Voilà. Donc par contre j'ai passé énormément de temps à concevoir, pas forcément seulement le premier tome, mais les autres à venir, puisque j'ai rendu la chose encore plus complexe. Les tomes 2 et 3 auront lieu avant, pendant et après les événements du premier bouquin, et en plus avec un point de vue différent, avec un narrateur différent. Donc, ce qui veut dire que on va suivre de nombreuses lignes de temps différentes, des personnages différents, et la difficulté c'était aussi de rendre la chose quand même facile à lire, agréable en même temps. Donc proposer à la fois un concept nouveau, changé, mais également aussi avoir vraiment un souffle romanesque. Travailler sur le voyage dans le temps, c'était un rêve depuis des années. Ce livre-là, je l'avais en moi depuis très longtemps. Je suis content, il est enfin sorti, merci le peuple d'Abu. Le voyage dans le temps, il y a encore plein d'histoires à faire. Il y a encore plein de belles choses à faire. Et avec les temps assassins, là on a démarré, je dis on avec le peuple d'Abu, on a démarré une trilogie, je pense, qui va intéresser pas mal de monde. Alors dans la serre, il y a aussi
À un moment donné, dans le tome 4, on a joué aussi sur le temps. En fait, on a essayé d'un livre à l'autre de trouver de nouvelles idées, de ne pas inventer les mêmes choses. Dans le 3e tome, on flirte un peu avec la SF et avec éventuellement les univers parallèles, vraiment sur la fin. Et dans le tome 4, justement, c'était vraiment... D'ailleurs, c'est dans les arènes du temps, où on a joué notamment sur le temps, puisqu'à un moment donné, Lasserre va activer un dispositif un mécanisme, un petit objet qu'il a trouvé, et malheureusement, il va se retrouver à faire des sauts dans le temps qu'il ne va pas maîtriser, ça va être un peu compliqué. Et du coup, on va faire intervenir pas mal de choses qui sont en lien avec le temps. Alors, Dieu merci, il va rester trop peu de temps pour faire des dégâts et pour modifier la trame du temps. Mais en tout cas, c'était cette uchronie. Effectivement, on est arrivé à jouer avec le temps et on s'est dit, à un moment donné, puisqu'on est dans les modifications, allons-y et produisons ces sauts dans le temps. À la limite, je trouve dans l'Uchronie, ce sont les dégâts qui sont intéressants. Plus les dégâts sont importants, à la limite, mieux c'est. Là, en fait, c'était pas le propos. Là, le propos, c'était de le mettre dans des situations assez cocasses. Se retrouver en plein milieu des joutes d'une arène avec des lions autour, ça peut faire drôle. Ou atterrir en plein milieu du lupanar de je ne sais quel empereur, pardon madame, pardon mademoiselle, ça fait drôle aussi. Et vous, de votre côté, alors vous avez des voyages dans le temps, des uchronies. J'ai pas encore écrit. J'avais un projet il y a quelques années de ça, mais, que j'ai encore, mais ça fait partie des livres que j'ai pas écrits parce que depuis, si tu veux, je travaille sur projet, quand j'envoie des projets à des éditeurs, on me dit c'est celui-là que je veux. Là j'écris celui qu'on j'ai envoyé, qui est pris. Donc j'en ai un dans mes cartons, voilà, qui serait où on retrouverait de nos jours, en fait quelqu'un retrouverait dans des strates du Crétacé en fait un objet moderne. On sait qu'il y a quelqu'un qui voilà. Et donc en fait on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ont des centaines de personnes dans un projet qui se sont retrouvés déplacés dans le Crétacé, qui ont fait une civilisation juste avant que la météorite tombe, à la fin du Mésozoïque. Donc une civilisation par contre qui vit en sachant très bien qu'elle va disparaître, donc qui est hantée par l'idée du cataclysme qui arrive. Et Corinne, chez Voyelle ou toi personnellement? Alors moi je me suis lancée dans l'auto-édition, j'ai sorti un livre jeudi, c'est tout neuf. Je me suis aussi amusée avec les dieux grecs, et j'ai revisité le mythe de Pygmalion. Donc c'est un jeune homme qui reçoit pour son anniversaire un bloc de marbre. Il va en faire la statue d'un guerrier au lieu de faire la statue d'une femme. Et il pleure devant la statue en disant « mais qu'est-ce qu'il est beau, je voudrais qu'il soit vivant ». Aphrodite qui passe par là, encore elle, recommence le coup de Pygmalion. Et le problème, c'est que le beau guerrier en statue, etc., il vient de la bataille d'Andrinople en 4e siècle après Jésus-Christ entre Constantin et son beau-frère Licinius. Donc le soir, il arrive à Boston, donc 21e siècle, et dès que le jour se lève, il retourne dans sa bataille d'Andrinople et il revit sans arrêt la même journée. Arrive un moment où il finit par avouer ce qui lui arrive au jeune homme en question. Ils se retrouvent tous les deux propulsés à Andrinople pendant la bataille, et ils sont coincés à revivre sans arrêt la même boucle. Donc dès que le jeune homme lui meurt, il ne se souvient de rien, donc le guerrier est obligé de lui expliquer tout le film. Ce qui donne lieu à des dialogues où ça fait 20 000 fois que je te l'explique, ras-le-bol. Donc l'autre ne comprend pas en face, il se dispute, bref. Et le guerrier finit par trouver une solution pour les sortir de la boucle. Sauf que le jeune homme se retrouve de nouveau à son époque, ne se souvient plus de ce qui s'est passé, et Aphrodite n'est pas du tout d'accord et revient en lui disant « T'as oublié quelque chose d'important, il faut que tu t'en souviennes ». Elle l'expédie de nouveau dans le passé pour un bref moment. Ils reviennent ensuite dans le présent, et là, Aphrodite lui dit « voilà, j'ai besoin du marteau et du burin de Michel-Ange, donc on va aller chercher à Florence. » Parce que pour refaire la statue et empêcher que la boucle temporelle ne se reproduise, que tu puisses vraiment ramener près de toi le guerrier en question, et bien tu as besoin du marteau et du burin. Donc je me retrouve rebelote à Florence au XVIe siècle, et donc j'ai fait non seulement un voyage dans le temps, mais une boucle temporelle aussi à l'intérieur. Et ma crainte, mais apparemment le livre est plutôt bien reçu, c'était justement de perdre les lecteurs entre la boucle temporelle et le voyage temporel, mais non, ça a fonctionné. Je commence à avoir des retours déjà des lecteurs qui m'ont dit « je l'ai lu en 3 jours ».
une journée, même pour une, je sais pas comment elle a fait. Et ce qui était pour moi amusant, c'était de jouer avec Aphrodite, qui est une déesse finalement assez amusante avec laquelle jouer. Les répliques entre elle et le jeune homme en question, c'était quelque chose d'assez... ça venait tout seul en fait. Ils se disputaient, ils passaient leur temps à se disputer en disant... juste une anecdote comme ça, pour l'envoyer dans le passé, elle lui enfonce une flèche d'Eros dans la poitrine, brutalement, quoi, comme ça. Et à la fin, il en a carrément marre, il essaye aussi de... Non, mais pas encore, si, boum. Un coup d'épée d'Eros en lui disant, ça va, tu vas finir par te souvenir de ce que je veux. Et apparemment, je suis partie sur une trilogie encore. Parce qu'il y a Apollon qui s'est pointé, il a réussi à avoir Ganymède, à coucher avec Ganymède, pour qui il courait depuis un millier d'années. Et comme il n'a plus rien à faire, il est allé voir Aphrodite en lui disant « Je m'ennuie, t'aurais pas une idée ?» Et il y en a donné. Donc je sais qu'il y aura une suite. Voilà. Merci. On approche de la fin, hélas, c'est déjà ça. Et y a-t-il des gens qui ont des questions à poser? Alors, je suis désolé, il faudra parler fort parce qu'il n'y a pas de micro dans la salle. Et y a-t-il des gens qui veulent poser des questions à nos intervenants? Moi j'ai juste une question pour Sylvie en fait. Oui. Les tomes sont indépendants ou c'est une saga? Alors en fait, les tomes peuvent se lire du début puisqu'il y a une évolution du personnage, on retrouve des personnages récurrents, mais en fait, chaque histoire peut aussi se lire séparément. Là pour l'instant il y en a 4, le 5e est en cours d'écriture, et normalement justement le 5 faut un cycle, puisque au début du tome 1, il a quitté la Gaule pour aller en Égypte, et il a eu tout un parcours où lui évidemment a évolué à travers ses aventures, et dans le tome 5, il va retourner affronter son passé dans son pays d'origine, et ça va clore en fait le cycle. Et du coup ensuite on laissera un petit peu les choses en stand-by parce qu'on a aussi envie d'écrire d'autres choses et qu'au bout d'un moment on se dit on risque pas arriver à se renouveler, etc. Mais il n'est pas interdit qu'après avoir laissé décanter on reparte après sur à nouveau une trilogie ou 4 bouquins, on verra bien. Mais enfin en tout cas normalement ça avait été conçu comme étant dès le départ un cycle de 5 puisqu'on avait déjà notre ligne générale, même si on n'avait pas forcément les détails, on savait d'où on partait et où on arriverait. Oui, parce que je n'avais pas précisé au début, la série La Serre est co-écrite. Et donc non seulement ils font des voyages temporels, non seulement ils ont réinventé l'univers, non seulement ils ont rajouté des dieux, mais en plus ils écrivent à deux. Ouais. Comment faire ça? Y a-t-il d'autres questions dans le... Oui. La part de la description du monde tel qu'il est créé dans les chroniques par rapport à la dimension de l'histoire, c'est à peu près quelle répartition je dirais l'idéal? Alors moi je vais répondre pour Absyriade. C'est ce qui moi m'a le plus intéressé justement, c'est le travail que l'auteur a fait sur la description de la cité d'Absyriade, où c'est quasiment un personnage en lui-même dans le roman. C'est je dirais la touche en plus par rapport aux autres. Il y a d'autres uchronies où, comme on a le contexte, par exemple 1993, années 90, on ne sait à peu près à quoi ça ressemble, donc elle ne s'est pas forcément intéressée au décor. Par contre, Absyria, il a fait un vrai boulot sur on a des passages descriptifs, même des palais dans lesquels le personnage va séjourner, d'un jardin où il rencontre un personnage féminin assez important dans l'histoire, et là, on s'y croirait, quoi. J'entendais presque la neige tomber comme ça en flocon sur le décor. C'est vraiment bien fait. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir au lecteur. C'est pas de dire allez stop, je vais vous raconter l'histoire de ce monde, comment il s'est passé depuis le début. C'est des petites touches, des petits éléments. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la description du monde, elle est présente partout. Puisque le héros, il est dedans, donc on le voit marcher dans la rue. À un moment donné, dans le tome 1, il doit se rendre sur le plateau de Gizeh pour aller voir les pyramides. Alors d'ailleurs, il y en a 9 pyramides, puisqu'il y a eu des pharaons après. Donc du coup, les 3, il y en a eu d'autres en plus. On dit qu'il traverse un endroit, il traverse un pont, voilà, ensuite il va là, il va là. Ça a été tiré d'un guide touristique des années 30, d'un plan du Caire, dans lequel on a regardé le chemin qu'il fallait prendre pour aller de là à là.
À un moment donné, il s'arrête pour manger un truc, il achète une mouloukeya, qui est une recette traditionnelle ancienne. D'ailleurs, il y a un site, laserdetective.com, sur lequel on a commencé, alors il n'est pas fini malheureusement, mais il y a les recettes de ce qui se mangeait, il y a la description des voitures anciennes, parce qu'on a aussi du coup exploité un peu la documentation. Il va y avoir aussi de la documentation sur les lieux, sur les dieux, parce que l'univers est tellement... Mais en fait, il baigne complètement dedans finalement. Donc le lecteur se rend pas compte, mais à chaque chose qu'il regarde, ou à chaque... voilà, il va rencontrer un scribe, donc du coup le scribe, il faut expliquer ce qu'était ce scribe, mais en quelques mots, mais l'univers il est omniprésent en fait. Moi j'ai envie de dire que de toute façon c'est comme dans tous les dans tout livre. Je crois que c'est-à-dire que je crois que c'est Dumas qui est, enfin Dumas par exemple, on va décrire les temps qu'il s'est passé dans un château, il n'allait pas décrire tout l'historique du château, etc. Et on se sert de ce dont on a besoin dans l'action. Voilà, après ça, par exemple, moi je sais qu'il y a une série que j'ai écrite qui n'a pas encore été publiée, qui sera peut-être jamais publiée, j'ai fait 300 pages de background. Seulement, si on se laisse aller à vouloir à tout prix montrer tout ce qu'on a fait, etc., le lecteur il va se barber, il est là pour vivre une aventure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'on se retienne des fois d'en dire trop, parce qu'après ça on devient soit un guide touristique, ou alors justement on va à tout prix montrer, regardez moi j'ai étudié, j'ai fait toutes ces recherches, je vais vous les mettre dedans les recherches. Et non, le lecteur il n'est pas pour voir qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce qu'il a bien fait des recherches, l'auteur, voilà, il est là pour se promener, il est là pour se balader, il est là pour suivre l'aventure, donc il faut savoir en prendre, sachant très bien qu'il y a des choses qu'on a cherchées, qu'on n'utilisera jamais. Mais par contre, je pense que le lecteur, il se rend compte quand même qu'on en a encore sous le pied. Oui, il se rend compte de la cohérence, que par exemple, si on décrit un château médiéval, on sait qu'il est construit de telle manière, que la cheminée devait être comme ça, et du coup, il rentre, en 3 lignes, on dit comment est le mur et comment est la cheminée, parce qu'il va en direction de ça. Le lecteur sent bien que ça a l'air médiéval, quoi. On ne lui montre pas des choses qui sont en béton, ou des choses qui sont dans des matériaux qui n'existaient pas à l'époque. Voilà, on évite les incohérences. Voilà. Il est important d'être dans le vraisemblable au final, hein. Mais effectivement, on ne va pas passer 10 pages à décrire. Voilà, ça reste divertissant. Balzac, voilà. Balzac, c'est un petit peu fini. Dans le cas des temps assassins, par exemple, j'évoque la bibliothèque d'Alexandrie, le phare également. Je ne vais pas non plus passer beaucoup de temps à le décrire. Ce ne serait pas forcément intéressant, et il vaut mieux, à mon sens, effectivement, comme tu disais, que les personnages gravitent dans ce monde, à la limite qu'on découvre en tant que lecteur, en même temps que le personnage principal, tout ce qui est autour de nous. C'est un peu plus intéressant. Des auteurs débutants, tu sais. Oui, c'est ce qu'on trouve. L'univers, de vouloir au début du livre mettre 2 pages ou décrire l'univers, alors qu'il vaut mieux le faire découvrir à travers l'action. Le phare d'Alexandrie. Et encore une question, comment on approche vraiment? Oui, mais du coup, c'est par rapport à ça, justement, ma question, c'est pour ça que je la pose maintenant, c'est comment vous choisissez le personnage principal qui va être justement le plus adapté pour faire découvrir cet univers qui nous est étranger, mais s'il est trop familier au personnage principal, bon... Je veux peut-être répondre en partie. Moi, je pense que c'est plus agréable pour un lecteur de suivre, d'être vraiment aux côtés, tout près de quelqu'un qui découvre en même temps. Donc il faut qu'il y ait un décalage. Si à un moment donné, on a un personnage qui est omniscient, qui sait tout, qui sait parfaitement tout, c'est inintéressant au possible. Il nous faut quelqu'un qui a des failles, qui a des doutes, qui ne comprend pas forcément tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit. Et à mon sens, c'est ce qui fait la richesse, ce qui fait qu'on a envie de continuer, c'est le mystère. Alors, moi je vais répondre pour Les Aigles du Mississippi. Le premier tome est du point de vue d'Ange. Je l'ai choisi parce que justement il débarque lui de sa Martinique lointaine, au milieu des complots avec Napoléon, etc. Donc ça permet comme ça d'avancer au fur et à mesure. Le tome 2 sera du point de vue de Shaitan, donc le Sioux, qui lui verra comme ils vont aller en Europe, et ben, va nous décrire justement cette Europe par son regard, et alors qu'il n'y connaît rien. Donc là j'ai vraiment choisi par qui je commençais, parce que j'avais besoin de faire avancer mon histoire avec cette idée que le lecteur, lui, allait devoir découvrir en même temps. Alors, il nous reste 1 minute. Donc, j'ai une dernière question à poser à nos intervenants. Alors, vous avez donc chacun 20 secondes. On va dire 30. Pour nous parler un peu de est-ce que vous avez des projets, et en particulier, surtout, ce qui vous intéresse ici aujourd'hui, c'est les projets de chronique. Est-ce que vous en avez et très vite fait, lesquels? Pierre? Des projets, il y en a beaucoup. Je crois que j'en ai 6 ou 7. Il y a des gros projets. Pour le moment, je vais encore passer 2 ans sur
finir la trilogie, le deuxième tome est déjà écrit, il faut maintenant travailler sur le design, et il y a un troisième tome qui va prendre encore 1 an et demi. Donc ça c'est mes projets pour le moment, on va dire. Voilà, et puis après il y a d'autres choses qui vont venir, ce sera surprise. Alors, en projet uchronique, on a le tome 5 qui est en cours d'écriture. Voilà. Et sinon, donc, je viens de terminer en fait un roman que j'ai soumis en lecture, Lâcher critique. Alors pour le coup, c'est pas de l'Uchronie, mais on joue quand même avec l'histoire, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille en Californie qui fait des rêves étranges depuis qu'elle est petite, qui rêve de train, etc., etc. Et en fait, on va découvrir que tout ça est lié à un événement qui s'est produit en 1865 dans la Sierra Nevada. À un moment, des gens se sont croisés. Donc, il y avait les ancêtres de cette jeune fille qui étaient des Irlandais qui sont arrivés à New York et qui ensuite ont fait la grande traversée pour aller vers la Californie, comme ça se faisait beaucoup à cette époque-là, et qui se sont retrouvés au même moment avec des travailleurs chinois qui construisaient la transcontinentale, la grande voie ferrée qui devait relier l'Est et l'Ouest, et 2 jeunes Indiens qui s'enfuyaient après qu'on ait exterminé leur tribu. Et en fait, on va avoir, la structure du roman est assez compliquée parce qu'il y a pas mal de scènes de différents points de vue et des moments dans le temps où les descendants de ces 3 personnes, des familles de ces personnages vont se croiser, se recroiser pour que ça influe sur le destin de cette jeune fille. Donc c'est une fantaisie urbaine avec beaucoup d'historique, parce que là, pour le coup, quand je décris les scènes dans les années 1800, il faut être vraiment cohérent et respecter l'histoire, et puis de l'imaginaire aussi, puisqu'il va y avoir de la magie et de l'évasion. Alors, en éditrice, en uchronie, on va publier, j'aurais dû l'emmener, c'était 1999, alors c'est pas la suite, mais c'est situé dans le même univers que 1993. Après, j'ai un manuscrit à lire en uchronie aussi, j'espère que c'est du bon. Et en écriture, j'ai la suite des Aigles du Mississippi à écrire, et j'ai intérêt parce que vu la fin du tome 1, j'ai déjà été menacée de mort, donc il faut plus que je traîne. Alors il y a un projet que je traîne depuis un petit moment qui serait une trilogie qui se déroulerait dans la République romaine du XXIe siècle, donc qui s'appellerait Les Fils de la Louve. Donc ça fait un petit moment que je le traîne, en pleine montée justement d'un culte de fanatisme d'un côté, d'extrémisme de l'autre, en réaction. Donc ça, c'est en projet, je sais pas, avec 3 personnages. Et comment la République va verser dans l'Empire, justement, ça va très mal se passer en fait. Et puis à côté de ça, j'ai lâché l'info il n'y a pas très longtemps, j'envisage d'écrire une suite au Galou. Donc 5 nouveaux tomes pour le Galou, donc là qui s'inspirait pas mal de la croisade contre les Albigeois. C'est-à-dire qu'en fait, le Nord débarque, et ce qui est de l'autre côté de la brèche débarque, et en fait ils ont des inquisiteurs qui entre autres ont eux comme pouvoir de bloquer le pouvoir de métamorphique des Galous, et qui vont se livrer une inquisition terrible, et donc à essayer de traquer tous ceux qui justement disposent de pouvoir, les Galous, les filles qui ont ces pouvoirs, qui ont développé ces pouvoirs. Et puis il faudrait que j'écrive peut-être un jour la suite d'Alban, parce qu'il y en a qui vont finir par me faire la peau. Donc, Bien, et écoutez, je vous remercie énormément d'avoir été là, c'est un plaisir immense de vous avoir eu avec moi. Je remercie beaucoup le public d'être venu, très nombreux, bien sûr, pour ailleurs, c'est formidable. Et sachez que donc, tous nos intervenants sont à l'intérieur, ils pourront vous parler plus particulièrement, plus longtemps de leurs œuvres. Donc, vous êtes invités à venir montrer.